Au mois de septembre 1944, malgré les doutes de l'amiral Halsey, l'attaque de Peleliu est maintenue. Le général Rupertus, patron de la première division de Marines, promet à ses hommes une opération rapide. 4 jours, peut-être 5. Mais l'île est un piège. Le bombardement naval n'a pas détruit les fortifications japonaises et dès le débarquement, le 15 septembre, les Marines sont fauchés sur les plages. La position fortifiée, surnommée le Point, est prise au prix d'un combat acharné, mais à J+1, les objectifs ne sont toujours pas atteints. Le 16 septembre, le 5e régiment de Marines s'élance vers l'aérodrome sous les mortiers et les tirs de snipers. Le 18 septembre 1944, la piste sera déjà opérationnelle. Mais derrière elle, commence un autre enfer, celui du massif de l'Umur-Brogol. Au cours des jours qui suivent la prise de l'aérodrome, le 7e Marines débute le nettoyage du sud de l'île. La tâche s'avère vite très difficile car la zone est défendue par des séries de fortins quasiment invisibles. La température élevée, jusqu'à 50 degrés, et le manque d'eau provoque de nombreux cas de déshydratation chez les Marines. La situation se complique encore lorsque l'eau arrive dans des jerrycans ayant contenu du gasoil. Le liquide est tout simplement imbuvable. Entre le 16 et le 18 septembre, les Marines sécurisent le sud, l'aérodrome, et poursuivent leur avancée vers le massif de l'Umur-Brogol. Mais le 1er régiment continue d'enregistrer des pertes significatives. À J+2, la 81e division d'infanterie débarque sur l'île voisine d'Angor, où les Japonais, pourtant nettement moins nombreux, refusent également de se rendre. Le fantassin Bob Guiteau témoignera. Ils sortirent. Le premier brandissait un sabre de samouraï. J'ai abattu le porteur du sabre, puis je me suis accroupi et j'ai tiré tandis que les Japonais sortaient du bunker. Mes hommes derrière moi tiraient également. La 81e DIUS déplore 260 morts. Seulement 59 des 1400 défenseurs japonais de l'île survivront. Sur Peleliu, il devient évident que la prise des monts Umur-Brogol va coûter très cher en vies humaines. La nature même du sol entrave la progression. Les Marines ne peuvent pas creuser dans le calcaire corallien qui pose encore d'autres problèmes. Le carnet de marche du 1er régiment rapporte « Les roches tranchantes taillaient nos chaussures, nos vêtements et notre peau lorsque nous nous jetions au sol pour nous protéger. » Le nombre de blessés était accru pour la bonne et simple raison qu'il était impossible de trouver un refuge souterrain lorsque nous essuyions des tirs de mortier japonais. Chaque explosion projetait des morceaux de corail tranchants dans toutes les directions, multipliant ainsi considérablement les effets dévastateurs de chaque obus. La prise des collines 200 et 205 forme un saillant dans le front de combat des Marines. Les pertes sont si nombreuses que le personnel chargé de la logistique est enrôlé comme fantassin. Le commandement met la pression sur Rupertus pour qu'il accepte que la 81e division d'infanterie prenne le relais. Mais le chef de la première division de Marines refuse catégoriquement en vertu notamment de la féroce animosité entre l'armée et le corps des Marines. Le calvaire de ces hommes se poursuit. Le 21 septembre, le 1er régiment de Marines a perdu 1749 hommes sur les 3000 engagés.
près de 60% de pertes. À lui seul, le 1er bataillon déplore 71% de pertes. Tous ses chefs de section sont morts ou ont été blessés. Le général Roy Geiger, commandant le 3e corps amphibie, décide d'arrêter les frais malgré l'opposition de Rupertus. Il envoie des éléments pour relever le 1er régiment de Marines. Le 23 septembre, le 321e régiment de combat débarque sur les plages à l'ouest de Peleliu, au nord du mont Umurbrogol. Entre le 27 et le 28 septembre, ces troupes fraîches sécurisent une petite bande de terre le long de la côte ouest. Bien que les Japonais aient reçu des renforts depuis les autres îles, à J+12, seule une dernière poche de résistance subsiste. Les forces américaines se concentrent sur la poche que les Marines avaient surnommée Bloody Nose Ridge, la crête du nez sanglant. Les reconnaissances aériennes ont bien documenté la zone et les troupes américaines, plutôt que de monter à l'assaut, assiègent les Japonais. Le colonel Harold, patron du 5e régiment de Marines, déclare « Je préfère être généreux en munitions et avare en vie humaine. » Il valait mieux changer de tactique, car les snipers ennemis font des ravages et ciblent les brancardiers qui cessent rapidement d'arborer la Croix-Rouge sur leur casque. Les snipers s'infiltrent même dans les lignes la nuit pour se cacher dans les épaves sur la plage et tirer sur les péniches d'évacuation des blessés. Des chasses à l'homme s'organisent, étonnamment filmées par l'un des quelques opérateurs présents sur l'île. Le journal des opérations de la 81e division relate « Certaines gorges sont si étroites que les hommes ne peuvent marcher qu'en file indienne. C'est un labyrinthe de corail et de jungle à vous rendre fou. » Alors, les bulldozers, les lance-flammes, les obus au phosphore, les grenades thermites entrent dans la danse. Le capitaine George Hunt décrit l'effet dévastateur de ces projectiles. Les soldats japonais prenaient feu et hurlaient horriblement. Les munitions dans leur ceinture explosaient à leur tour. Ils couraient se mettre dans les flaques d'eau et se roulaient dedans pour étouffer les flammes qui les dévoraient implacablement. Mais rien de ce qu'ils pouvaient tenter ne fonctionnait. Malgré les moyens mis en œuvre, les Japonais n'abandonnent pas et les pertes américaines se poursuivent. Les hommes deviennent fatalistes, attendant la blessure ou la mort, la seule façon d'échapper à l'enfer de Peleliu. Les combattants des deux camps se mettent à profaner les corps de leurs ennemis. Des Marines collectionnent des dents en or et des chapelets d'oreilles. Telle était l'incroyable cruauté à laquelle pouvaient se livrer des hommes convenables, réduits à une existence brutale, et qui luttaient pour survivre au milieu de la mort violente, la terreur, la tension, la fatigue et la saleté, constatera plus tard Eugene Sledge. À la mi-octobre 1944, le 5e et le 7e Marines ont perdu la moitié de leurs hommes. Les pertes sont si importantes que les Marines ont intégré les fantassins afro-américains du 11e Marine Depot et du 7e Marine Ammunition, jusque-là relégués au ravitaillement, ségrégation raciale oblige. La poche japonaise et ses 700 combattants ne mesurent plus que 700 mètres sur 450, mais elle tient bon. Des plaisantins proposent d'entourer le secteur de fils de fer barbelés et d'en faire un camp de prisonniers. Pas si simple. Roy Geiger décide d'évacuer les Marines de la première division. Le 15 octobre, le 323e régiment de la 81e division d'infanterie débarque à son tour. À partir de la 3e semaine d'octobre, tous les Marines ont quitté Peleliu. Les bombardements massifs au napalm débutent. L'aérodrome est si proche des objectifs que les pilotes ne prennent même pas la peine de rentrer leur train d'atterrissage. Il faudra 6 semaines aux Américains pour achever la tâche qu'ils se sont fixée. Jugeant le napalm insuffisant pour débusquer les Japonais, ils larguent des milliers de barils dont l'essence s'infiltre dans les failles de la roche et jusqu'aux grottes les plus profondes. Puis ils l'enflamment avec des obus au phosphore. À D+54, Nakagawa prévient le quartier général. Il n'a presque plus d'hommes et demande l'autorisation de monter une attaque suicide.
Un soldat japonais dira par la suite « Mourir était plus simple que de se préserver. Vivre nous demandait toute notre énergie. » L'état-major impérial repousse la requête de Nakagawa. Il poursuit donc la résistance. À D+70, après 10 semaines de résistance, le général Nakagawa fait envoyer son dernier message. « Notre épée est brisée, nous n'avons plus de lance. Sakura, Sakura, Sakura. » La fleur de cerisier, symbole de vie et de mort, de fragilité et d'éternité. Puis il se fait seppuku. La conquête de Peleliu, et notamment du mont Umur-Borgol, est considérée comme l'un des combats les plus durs que l'armée américaine et le corps des Marines aient eu à mener au cours de la Seconde Guerre mondiale. La première division, qui a perdu un tiers de ses effectifs, ne sera pas remobilisée avant le 1er avril 1945, au cours d'une autre bataille sanglante, l'invasion d'Okinawa. L'amiral Nimitz avait eu gain de cause en obligeant le débarquement sur Peleliu. Mais plus de 80 ans après les faits, il apparaît évident que l'amiral Halsey, qui réclamait l'annulation de l'opération, avait raison. Et il avait d'autant plus raison que si la prise de Peleliu devait sécuriser le flanc de l'attaque sur les Philippines, MacArthur y débarqua avant même que les combats sur Peleliu aient cessé. L'expérience acquise lors de la bataille servit surtout aux Japonais qui adoptèrent la stratégie de défense en profondeur lors des débarquements américains à Iwo Jima et Okinawa, au cours desquels ils infligeront aux Marines leur pire perte lors de la guerre du Pacifique. Sur Peleliu, une poignée de Japonais poursuivit la résistance jusqu'au mois de novembre 1947, refusant de se rendre jusqu'à ce qu'un général nippon se déplace pour les convaincre. Mais les plus grandes victimes de cette bataille sont sans doute les habitants de l'archipel des Palau et ceux de Peleliu eux-mêmes. Déportés dans des camps puis réduits en esclavage pour construire les fortifications japonaises, ils vivent aujourd'hui dans une île qui ne ressemble plus à celle de leurs ancêtres. Leurs maisons et leurs lieux de culte ont été détruits et certaines zones de leur territoire leur sont encore interdites, polluées, minées. Pendant les 4 semaines de combat des Marines, 16 millions de munitions de tout calibre ont été tirées, 1600 pièces de munitions pour chaque mort japonais. Comme l'écrira Eugene Sledge, quelque chose en moi est mort à Peleliu. Peut-être une naïveté d'enfant qui croyait à la bonté naturelle de tout être humain.